BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. On répond donc à toutes vos questions avec la complicité de Frédéric Durand-Bazin. Frédéric, on continue ensemble donc et on est parti avec la question de Valérie. Sa belle-mère vit au Liban. Sa femme et moi l'aident en lui envoyant de l'argent car elle a de petits revenus et elle veut savoir, Valérie, si elle peut déduire ces sommes de ses revenus. Alors oui, le fait que la belle-mère de Valérie habite à l'étranger ne change strictement rien du point de vue fiscal. Vous avez toujours la possibilité d'aider vos parents ou vos beaux-parents. Possibilité ou obligation d'ailleurs, non ? Ou obligation d'ailleurs, dans le code civil, et de déduire ces aides de votre impôt sur le revenu. Alors il faut quand même que cette aide réponde à un certain nombre de critères. Alors notamment, il faut que ça soit considéré comme une pension alimentaire. Alors pour que ça soit considéré comme une pension alimentaire, il faut regarder le niveau des besoins de la personne que vous aidez et vos propres ressources. Il faut que ça soit en adéquation. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que le fisc va regarder le niveau de vie du pays dans lequel vit la personne que vous aidez pour juger de ses besoins ou pas. Donc évidemment, les besoins quand vous vivez en France sont peut-être pas forcément les mêmes que ceux quand vous vivez au Liban. Bon. Mis à part ce point-là, il n'y a aucun souci pour pouvoir déduire. Il faut par contre pouvoir prouver que vous faites ces versements. Donc pour les prouver, c'est pas très compliqué, il suffit de faire un chèque nominatif. Donc vous accompagnez votre déclaration d'impôt de revenus, vous l'accompagnez de la copie du chèque et ainsi que votre relevé de banque nominatif. Ça, c'est la première possibilité. Vous faites un virement, là aussi, on peut identifier à la fois l'émetteur et le récepteur du virement. Par contre, c'est un peu plus compliqué pour les mandats postaux, parce que les récépissés de mandats postaux, en général, ne mentionnent ni le nom de l'expéditeur, ni le nom de la personne qui reçoit ce mandat. Donc là, en général, le fisc va vous refuser le bénéfice de la réduction d'impôt, enfin de la déduction, pardon, parce que vous n'êtes pas en mesure de prouver l'identité du bénéficiaire de ce mandat. Vous avez parlé du niveau de vie du pays, mais il y a aussi le niveau de revenu ou de patrimoine de la personne que l'on aide, non ? Ah oui, il faut. C'est pour ça que quand je parle de niveau de vie, on va regarder l'adéquation des ressources de la personne que vous aidez par rapport à ses besoins. Y compris quand c'est à l'étranger, y compris quand c'est à l'étranger. Donc justement, l'adéquation, elle se fait au cas par cas. Peut-être pas plus compliqué pour le fisc d'aller vérifier ce qui se passe au Liban que ce qui se passe à Limoges. Très honnêtement, non. Voilà Valérie, pour notre réponse à votre question. Bernard, lui, vient de recevoir un courrier de son employeur qui l'informe qu'il peut faire des versements volontaires pour sa retraite sur le contrat ouvert par l'entreprise. Il veut savoir de quoi il s'agit. Et puis, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que notamment c'est déductible des impôts ? Et puis, que devient l'argent s'il décède ? Est-ce qu'il sera versé à son épouse ou bien est-ce qu'il sera perdu ? Alors ça, la question est large et profonde. Hein. Il veut tout savoir. Il veut tout savoir, Bernard. Alors, déjà, a priori, tel que la question est rédigée, on peut imaginer qu'il s'agit d'un contrat de retraite d'entreprise qu'on appelle l'article 83. L'article 83, on fait référence à l'article du Code général des impôts qui régit ce type de produit. Alors c'est quoi ? C'est un contrat d'assurance de groupe d'épargne retraite qui est souscrit par l'employeur, qui est obligatoire pour l'ensemble des salariés ou pour l'ensemble d'une classe de salariés, donc par exemple pour tous les cadres, pour l'ensemble des salariés, pour tous les cadres supérieurs, enfin bon bref, ça c'est l'entreprise qui décide. Et on dit que c'est un contrat à cotisation définie, parce que dès le départ, on connaît le montant des cotisations qui va être versé sur ce contrat. Alors la grande nouveauté de la réforme des retraites 2010, c'est que les bénéficiaires de ce type de contrat peuvent effectivement effectuer des versements volontaires. En plus des versements obligatoires. En plus des versements effectués par l'entreprise. D'accord. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que les sommes qui sont versées sur ce contrat bénéficient d'un régime fiscal de faveur. Quand c'est l'entreprise qui verse, c'est pas considéré comme un salaire, c'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, c'est pas soumis aux charges sociales. Quand c'est le salarié qui verse, ces sommes sont déductibles de ses revenus, dans une certaine limite, dans la limite de 10% de ces montants de ses revenus professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la réforme Fillon des retraites 2003, vous savez, qui a créé le fameux plan d'épargne retraite populaire, vous avez chaque année sur votre avis d'imposition un petit cadre qui vous indique le montant des sommes que vous pouvez verser au titre d'un produit d'épargne retraite. Donc c'est dans la limite de ce montant-là que vous pouvez verser sur ce fameux article 83.
Au-delà, ça ne bénéficie plus de la déduction. Hein. On peut aller au-delà, mais on n'a plus le... Vous n'avez plus la déduction. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait intérêt, Bernard, à verser? Tout simplement parce que ça va pouvoir augmenter le montant de sa future retraite complémentaire. Tout simplement. Parce qu'on est dans un produit de capitalisation. Donc on va capitaliser et on va répartir. Intéressant, vous êtes en train de nous le dire. Déductible des impôts, oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si l'argent... qu'advient-il de l'argent, je vais y arriver, On va y arriver. s'il décède? Alors, si le décès intervient, il faut distinguer. S'il intervient avant l'âge de la retraite, le contrat fonctionne en fait comme une assurance décès. Et capital épargné, comme ça, est reversé aux bénéficiaires qui sont désignés dans le contrat. D'accord. Si le bénéficiaire décède après son entrée en retraite, donc c'est-à-dire à partir du moment où la rente a commencé à être versée, il faut regarder l'option qu'a choisi le retraité. S'il a choisi ce qu'on appelle la réversion, une partie des sommes qu'il perçoit pendant sa retraite sera reversée à la personne désignée. En général, c'est le conjoint. Mais quand on note pour la réversion, il faut savoir qu'on a au départ une rente minorée. Donc si vous avez 100, vous optez pour une réversion à 60% sur votre épouse, vous n'aurez peut-être plus que 80. Et au moment où vous décéderez, votre épouse touchera 60% des 80 que vous allez percevoir. D'accord. Voilà. Donc, mais l'argent n'est jamais perdu. Bon. C'est ce qu'il faut surtout retenir. Vraisemblablement, c'était la question. Voilà. Donc, bon, voilà Bernard. Bernard est rassuré, j'espère. Les versements volontaires que vous pouvez faire sur le plan de retraite de votre entreprise. Frédéric a entendu parler du contrat de capitalisation, d'un contrat de capitalisation où l'on peut faire des retraits partiels du capital en laissant les intérêts sur le compte pour les sortir après 5 ou 8 ans. Avantage fiscal, nous dit-il. Est-ce qu'on peut expliquer le fonctionnement de ce type de contrat et le comparer à une assurance vie ? Alors, bon, moi je m'adresse à Frédéric parce que honnêtement, moi je ne connais pas ce type de produit en capitalisation. Il existe un contrat d'assurance vie qui fonctionne sur ce modèle. C'est ce qu'on appelle les contrats d'assurance vie à participation aux bénéfices différés. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui il existe cette même version en contrat de capitalisation. Mais comment ça fonctionne? En fait, c'est ça surtout le modèle intéressant. C'est que pendant toute la durée de vie du contrat, les intérêts sont différés, donc ils sont mis dans une poche que vous ne touchez pas, qui est mise à part, donc qui subit un régime de gestion particulier. À chaque fois que vous faites un retrait sur ce contrat, vous ne retirez que le capital, donc la part des sommes que vous y avez déjà versées. Vous ne retirez pas les intérêts. C'est quoi l'intérêt de ce type de montage, vous allez me dire? Bon, je vais quand même vous répondre. C'est que la formule de calcul magique de l'administration fiscale, quand vous faites un retrait partiel sur un contrat d'assurance vie, fait qu'en général, on vous calcule une part d'intérêt, une part de capital, etc. Et que le capital n'est jamais taxé. Donc là, par construction, vous ne retirez du capital. Donc tous les intérêts, toutes les sommes que vous allez retirer de votre contrat ne vont pas être taxées. Donc c'est ça l'intérêt de ce type de contrat. Et à la fin, si on a gardé le temps voulu, on est exonéré sur... Et à la fin, si vous faites votre retrait après 8 ans, vous bénéficierez de l'exonération habituelle en matière d'assurance vie, donc vous serez taxé qu'à 7,5 après l'application d'un abattement de 4 600 €. Donc a priori, Frédéric, il a bien compris le phénomène, mais il s'est trompé entre contrat d'assurance vie. Oui, alors bon, peut-être qu'il existe des formules en capi, moi je ne suis pas persuadé. Donc, mais surtout, bon, je vois pas en plus tellement l'intérêt d'opter pour un système de capi dans ce cadre-là, parce qu'on rappelle la différence entre un contrat de capi et un contrat d'assurance vie. Grosso modo, c'est comme cette fameuse publicité, ça a le goût de l'assurance vie, ça ressemble à l'assurance vie, mais sauf que ça ne bénéficie pas du régime fiscal favorable de l'assurance vie en matière de transmission. Dernier point, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur ce point-là, c'est que ce type de contrat à participation en bénéfices différés, c'est un contrat qui, juridiquement, est quand même assez fragile. Aujourd'hui, vous n'avez aucun grand groupe d'assurance qui n'en propose. Ce sont plutôt des petits assureurs. Et il y a fort à parier qu'un jour, le fisc mette son nez dans cette affaire et se dise, là, quand même, on frôle l'abus de droit. Non. Donc, méfiance. Surtout que la période est plutôt à ce genre de petites réjouissances fiscales. Ouais. Et on poursuit notre session de réponse à vos questions avec cette question de Joseph qui veut savoir si on connaît les rendements des SCPI pour 2012. Alors oui, ça y est, ils ont été publiés par l'organisme qui s'appelle l'ASPIM, c'est l'Association française des sociétés de placement immobilier. Et bonne surprise, les rendements sont bons, ils sont même plutôt meilleurs que l'an dernier.
Donc rappelons quand même ce que c'est que les sociétés civiles de placement immobilier. C'est des sociétés qui sont chargées de collecter l'épargne des épargnants et de réinvestir ça dans l'acquisition de biens immobiliers. En contrepartie, ils reversent une quote-part des loyers à ces fameux investisseurs. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'ils peuvent investir dans des secteurs qui sont plutôt rentables, notamment les murs de boutique, les bureaux, les centres commerciaux, etc., qui offrent des rendements qui sont quand même de l'ordre de 6 à 8% brut. Donc aujourd'hui, je vais faire taire le suspense, aujourd'hui les SCPI ont rapporté en 2012 5,27%. C'est quand même à peu près 2,5 points de mieux que l'assurance vie. Donc c'est plutôt c'est un bon placement aujourd'hui. On n'est plus dans cette idée des CPI qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, avaient connu une dégringolade faramineuse. Enfin, moi, ça avait été la Bérésina. Là, depuis 96, allez, on va dire, depuis 96-97, tous les ans, les rendements sont de bonne qualité. Les actifs... Et un peu de ménage de fait, peut-être. Du ménage de fait, heureusement. Et puis, les actifs prennent de la valeur régulièrement. Donc, c'est plutôt un placement, d'abord, de père de famille, mais qui tient ses promesses sur le long terme. Donc, voilà. Donc on est assez confiants, nous, sur l'avenir des SCPI. Voilà pour ce rendement des SCPI, Joseph. On passe à la question de Jean-Marc. Son père vient de décéder, possédait a priori très peu de choses, nous dit-il. Mais Jean-Marc redoute qu'il n'ait des dettes, notamment des crédits renouvelables. Et du coup, il envisage de renoncer à la succession et il veut savoir comment s'y prendre. En fait, sa crainte vient des alertes qu'il pourrait faire aux banques, aux caisses de retraite, etc. Et il se demande si en se comportant comme un héritier, il ne va pas se retrouver contraint d'accepter l'héritage. Alors c'est toute la question effectivement de savoir si on doit ou non accepter un héritage. Alors ce que Jean-Marc doit savoir, c'est que en tant qu'enfant du défunt, il est tout à fait légitime qu'il entreprenne lui-même toutes les démarches auprès de l'ensemble des administrations pour faire stopper le versement des pensions, par exemple, pour régler toute la situation du défunt. Et c'est pas pour autant qu'il va être considéré comme un héritier acceptant. Normalement, l'acceptation elle se fait de manière explicite, mais on peut considérer effectivement qu'elle se fasse de manière implicite à partir du moment où l'héritier se pose comme tel, comme acceptant, par exemple en vendant des biens et en récupérant l'argent de la vente de ses biens. Donc là, oui, on considère qu'il est acceptant. Tant qu'il n'a pas fait ses actes de disposition, il a encore tout loisir pour décider de la suite à donner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 4 mois, en général à partir du décès, pour accepter ou non l'héritage. Donc ce qui lui laisse quand même déjà le temps de faire un peu le bilan, de regarder quels sont les biens qui sont compris dans la... C'est même probablement en faisant les démarches qu'il va se rendre compte de la situation réelle du patrimoine. Il va voir effacer les sourires, quoi. Quelles sont les dettes, est-ce qu'il y en a tant que ça et en fonction des éléments qu'il va pouvoir recueillir, il va pouvoir prendre sa décision. Donc en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un dispositif assez protecteur. Bon, il y a le blanc ou le noir, hein, je refuse, j'accepte. Il y a aussi j'accepte à hauteur des dettes, ce qui est plutôt pas mal. Parce que dans le doute, si on ne sait pas exactement quel est le montant des dettes, on limite son acceptation au montant du patrimoine qu'on peut liquider pour effacer les dettes. D'accord. Si les dettes sont supérieures au montant du patrimoine, vous ne serez responsable que des dettes à hauteur de ce que vous avez pu vous récupérer. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter ? C'est-à-dire que s'il dit à hauteur des dettes, il accepte tout, il regarde, et si finalement ça n'intéresse pas, il dit je ne prends pas. Non. Ça veut dire que si par exemple le patrimoine, il récupère 100 000 euros et que les dettes s'élèvent à 150 000 euros, lui ne sera responsable du paiement des dettes qu'à hauteur du patrimoine qu'il a récupéré, donc à hauteur de 100 000 euros. D'accord. Voilà, et donc il accepte pour partie, il refuse pour l'autre. En général, ce qui inquiète... Donc il soldera... c'est les créanciers qui se retrouveront à solder eux-mêmes leurs propres dettes. Ce qui peut inquiéter un peu les gens, c'est de dire oui, mais si je refuse l'héritage, j'aurais plus aucun souvenir de mon père. Ouais. Alors, oui et non, parce que quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit français, on n'est pas des chiens quand même. Donc on accepte que l'héritier récupère des souvenirs de famille. Donc c'est des albums de photos, par exemple, des vidéos, des machins, enfin tout ce qui n'a pas de valeur. Mais pas le Picasso. Mais pas le Picasso. Alors, et même si ça a été le modèle de Picasso, ça n'est pas un souvenir de famille. D'accord. Voilà. Donc les objets personnels, on va dire. Ouais, les objets personnels sans valeur. D'accord. Sans valeur.
Philippe nous interroge, il veut savoir comment justifier que 2 personnes célibataires ayant 1,3 million d'euros chacune ne payent pas d'ISF et que s'ils sont mariés, ils payent environ 10 000 euros d'ISF. Et il trouve qu'il faudrait mettre fin à cette injustice évidente, nous dit-il. Alors, il n'a pas complètement tort, Philippe, mais il n'a pas tout à fait raison non plus. Alors, Effectivement, trions deux un petit peu dans les propos de Philippe. célibataires Ouais. qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, qui n'ont aucune relation entre eux. Effectivement, s'ils ont tous les deux un patrimoine de 1,3 million d'euros, ils ne paieront pas d'impôt. Mais par contre, si c'est 2 célibataires qui vivent ensemble, donc des concubins, et ben là, le fisc, il n'est pas regardant. Il va dire marié, pacsé, concubin, même combat. On va amalgamer les patrimoines, et là, ils paieront l'impôt, comme les personnes mariées. Donc, bien sûr qu'un célibataire à revenu, à patrimoine égal, paiera toujours moins d'ISF qu'un couple marié qui possède 2 fois ce fameux patrimoine. Bon. Mais ça, c'est la règle qui vaut en matière d'impôt. On regarde toujours ça de manière familiale. Hein, donc on regarde le groupe familial, et c'est le groupe familial qu'on impose. D'ailleurs, c'est même à cause de ça que la fameuse taxe de 75% a été retoquée. Eh ouais. Parce que là, pour une fois, le fisc ne regardait pas le groupe familial, mais a regardé l'individu. Et là, le Conseil constitutionnel a dit, ben non, ça ne marche pas comme ça en France, on ne regarde pas l'individu. Et bien voilà, toutes nos réponses à vos questions. N'hésitez pas à nous écrire, vous pouvez le faire sur notre mail intégralplacement au pluriel @bfmbusiness.fr. Et chaque jour, les grandes signatures de la presse patrimoniale vous répondent. Aujourd'hui, c'était Frédéric Durand-Bazin. Merci beaucoup Frédéric. À mardi prochain. À mardi prochain, rédacteur en chef du magazine Le Particulier.